Bonsoir. La session de plein droit du Sénat prévue ce 24 avril 2018 permettra de savoir si Marcel Niad Ndifendi remplira pour une deuxième fois au perchoir de la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun. Le renouvellement des organes de cette auguste institution qui entame sa deuxième législature est inscrit en priorité dans l'ordre du jour. Notre invité ce soir nous dira ce qu'il pense de cette assise qui découle par ailleurs d'un scrutin de liste du 25 mars dernier et d'un acte de nomination. L'épuration de la dette intérieure, on en parlera, tout comme on évoquera le sujet sur l'assainissement du fichier solde de l'État. Notre invité ce soir, qui aspire donc à briguer la magistrature suprême, nous dira ce qu'il pense de ces deux questions d'actualité. Le fil d'Ariane de cette phase d'entretien ce soir, c'est bel et bien la convention de sa formation politique créée le 13 août 2012. Nous parlerons de l'idéologie de cette chapelle politique qui bouscule les codes et les traditions depuis son entrée sur la scène politique. Une ascension certes fulgurante, mais qui essuie depuis quelque temps quelques récriminations. Notre invité ce soir est professeur agrégé en droit. Il est par ailleurs membre de la commission des droits internationaux du droit international des Nations Unies, j'y arrive, ex-ministre délégué au ministère en charge de la justice du Cameroun. On lui attribue le mérite d'avoir conduit avec panache la délégation du Cameroun dans le cadre de la résolution du conflit relatif à la rétrocession de la péninsule de Bakassi. Candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'élection présidentielle 2018, le professeur Maurice Kamto est notre invité ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Je voudrais qu'on débute donc par la session de plein droit qui s'ouvre ce mardi à Yaoundé, avec évidemment en toile de fond ou en ligne de mire la question du renouvellement des organes de cette institution. D'abord, quel est le regard que vous jetez sur la mise sur pied de ce Sénat? D'abord, à l'entame de cette émission, je voudrais faire une mise au point. Il y a environ 2 ans, votre chaîne de télévision LTM a servi de base de lancement d'une attaque massive, agressive, mensongère et ignominieuse à mon endroit. Prétendant que, alors que j'étais ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'ai élaboré un code pénal pour lequel je me suis octroyé 14 milliards. J'aurais donc détourné 14 milliards en ayant au demeurant fait une prestation alors même que j'étais ministre. Par la suite d'ailleurs on a dit que c'est un cabinet dont je suis le créateur, ce qui est exact. Je remarque simplement que en dépit des clarifications apportées par moi-même, des clarifications et des mises au point faites par le ministre actuel de la Justice sur ce dossier, en dépit des précisions et des informations mises à disposition du public par le cabinet Brain Trust, votre chaîne n'a jamais jugé utile de porter à l'attention de son nombreux public qu'elle avait pu commettre une erreur, ou en tout cas qu'on avait pu l'induire en erreur sur l'information diffusée sur son antenne. Effectivement, vous serez relancé sur cette question qui est un sujet épineux. Si vous permettez, je vais aller jusqu'au bout puisque vous ne l'avez pas fait avant aujourd'hui. Et donc, j'irai jusqu'au bout de mon propos en disant que ce n'est pas une honte pour une chaîne de télévision ou un média, au contraire, ça le crédibilise davantage lorsqu'il a pu donner une information ou qu'on a pu l'induire en erreur pour l'amener à donner une information erronée à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs. Je rappelle pour la bonne gouverne de vos auditeurs et des téléspectateurs de cette chaîne de télévision importante de notre paysage audiovisuel qu'il s'agissait d'un marché de 74 millions hors taxes et de 89 millions environ, toutes taxes comprises, portant sur l'élaboration de 3 codes. Le code civil, le code de procédure civile et le code pénal en français et en anglais.
premièrement. Deuxièmement, que c'est un marché qui a été attribué sur appel d'offres et non pas de gré à gré. Qu'il y avait donc plusieurs cabinets qui avaient soumissionné et que le dépouillement s'est fait régulièrement au ministère de la Justice en présence des 10 cabinets, qu'ils n'ont jamais contesté, comme la législation le leur permet ou la réglementation le leur permet, contester l'issue du marché. Troisièmement, et cela est extrêmement important, que je n'étais pas membre de la commission de passation de marché du ministère de la Justice. Troisièmement, que j'étais hors du Cameroun en 2008. Lorsque le marché a été attribué, j'étais d'abord à Québec, représentant du Cameroun au sommet de la francophonie pour la révision du traité de l'OHADA. Ensuite, je suis allé à New York puisque j'étais le candidat du Cameroun à l'élection à la Cour internationale de justice et que je devais battre campagne. Ce qui explique effectivement ma relative longue absence du Cameroun, autorisée évidemment par le gouvernement de notre pays. Qu'à mon retour en décembre, lorsque je suis rentré et que l'on m'a dit que Brain Trust Cabinet, dont je suis un des fondateurs, était attributaire de ce marché, j'étais gêné aux entournures et je suis allé voir le garde des Sceaux, vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui dire, vous savez, j'ai appris que Brain Trust a gagné un marché, le marché de l'élaboration des codes. Il m'a dit oui. Je lui ai fait remarquer que j'étais effectivement un des fondateurs de ce cabinet. Il a dit, on le sait. Et il m'a posé 3 questions, cher monsieur. La première, est-ce que le marché a été attribué sur appel d'offres ou de gré à gré? Et je lui ai dit, je crois que c'était sur appel d'offres. Il dit, c'est exact. Nous avons donc sélectionné le meilleur. Deuxièmement, est-ce que vous êtes membre de la commission de passation des marchés? J'ai dit non, parce qu'effectivement, je n'en étais pas membre. Le président était le secrétaire général du ministère de la Justice. Les membres sont encore vivants, certains sont à la Cour suprême et d'autres occupent d'autres types de responsabilités. Et troisième question, il m'a dit, est-ce que c'est vous qui signez les marchés au ministère de la Justice? J'ai dit non, évidemment, monsieur le Premier ministre, c'est vous. Et il m'a posé la question, quel est votre problème? Je n'avais donc pas de problème. Voilà. Monsieur le Président, si les Camerounais sont bien informés, complètement informés, et que cette cabale qui a duré pendant 2 ans, sans que vous n'ayez eu, comme on aurait pu s'y attendre, je crois, le réflexe même d'inviter la personne qui avait lancé cela sur votre propre chaîne pour lui demander quelle était votre source. Pourquoi avez-vous pu effectivement... D'où le but de notre démarche ici à Yaoundé, justement, c'est pour essayer, comme on dit souvent, de revenir sur cette question. Mais puisque vous insistez sur la mise au point, restons-y. Ce marché a été donc attribué à un cabinet dans lequel vous êtes cofondateur, vous l'avez vous-même dit. C'est un marché qui a été financé par l'Union européenne, il me semble. Très bien. Est-ce que, au sein de votre cabinet, la constitution des différents membres fondateurs aurait pu influencer l'attribution de ce marché? Mais de quelle manière? Moi, j'étais... Monsieur le Président, vous savez que celui qui tient le cordon de la bourse est généralement celui à qui on attribue le marché. Est-ce qu'au sein de votre cabinet, il n'y a pas d'occidentaux qui auraient pu influencer justement l'attribution de ce marché? J'ai dit, cher monsieur, que j'étais au ministère de la Justice depuis le 8 décembre 2004, date de ma nomination au gouvernement comme ministre délégué. Je n'ai, et puis jusqu'à ce jour, plus jamais mis les pieds au cabinet Brain Trust. Plus jamais. Donc, vous, par votre question, vous accréditez peut-être sans vous en rendre compte l'idée selon laquelle j'aurais joué à 2 positions. Monsieur le Président, je me questionne. Oui, mais je réponds à votre question, cher monsieur. Je dis votre question laisse sous-entendre que j'étais ministre délégué, puis je suis allé au cabinet préparer un dossier pour soumissionner. Et je vous dis, cher monsieur, le cabinet était tenu par un gérant qui est resté le même depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui, professeur agrégé de droit privé, qui avait déjà soumissionné à divers marchés, aussi bien dans l'administration camerounaise qu'auprès des organisations internationales. Parce que le cabinet Brain Trust, même pendant que j'y travaillais, a travaillé pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour la Banque mondiale, pour le secteur privé, plusieurs banques de la place. Je ne vais pas les citer. Plusieurs institutions bancaires de la place. Donc nous travaillions et nous ne vivions pas uniquement de la commande publique. Parce qu'il faut que ce soit clair. Donc ce cabinet a monté son dossier. Et c'est peut-être cela justement qui fait la différence. C'était que c'était un cabinet expérimenté, fondé en 1994. Ce n'était pas un cabinet fondé la veille, créé pour la circonstance.
Et peut-être certains concurrents mal préparés, justement, ont-ils été surpris par le professionnalisme. Alors donc, si vous voulez regarder la composition de l'équipe, allez, le ministre de la Justice, garde des Sceaux actuel, a dit que c'était la meilleure équipe possible en termes de compétences. Alors si vous voulez davantage d'informations, je ne sais pas pourquoi. Ce qui vous gêne, médias, d'aller vers les sources que j'indique depuis. Nous y allons, Monsieur le Président, nous y allons. J'ai presque envie de vous demander, pour vous relancer sur cette question, hein, puisque visiblement vous avez changé le protocole d'interview. Non, c'est un point important. D'où sort la rumeur de 14 milliards en réalité? Mais c'est à moi de vous poser la question. Mais que ça s'est répandu quand même sur les réseaux sociaux avant justement d'être peut-être mis en relief par quelques panélistes lors d'une émission de télévision sur nos antennes. Mais c'est une information qui avait déjà filtré. Et comment voulez-vous que je le sache? Alors que des journalistes viennent me demander d'où vient la rumeur qui me met en cause, qui m'accuse. Mais enfin, c'est quand même renverser les rôles. Je vous ai dit, j'ai entendu cette affaire, du moins à la date en question, parce que je crois qu'en 2013 ou 2012, on avait sur des publications confidentielles parlé de 40 millions d'euros, ce qui était environ 24 milliards, complètement ridicule. Même avec les 14 milliards, à un moment où le budget total du ministère de la Justice était peut-être entre 26-28 milliards, pour élaborer, d'ailleurs, on disait un seul code, on est payé 14 milliards. Et même l'élément de vraisemblance, n'est-ce pas, aurait dû vous amener, journaliste, à dire que ce n'est pas vraisemblable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette rumeur n'a pas été lancée au hasard. Cette rumeur éclate comme par hasard le 25 juin au soir, dans une de vos émissions en soirée. Alors que nous venons de faire un meeting extraordinairement réussi, brillante, à Bamenda. Personne ne nous y attendait. Notre camarade, qui est aujourd'hui présidente du mouvement des femmes du MRC, avec d'autres camarades sur le terrain, ont fait un travail extraordinaire et on a réussi un meeting incroyable. Les images existent à Bamenda. Alors, pour distraire, comme on essaye de le faire depuis que la deuxième convention ordinaire du MRC a eu lieu, on essaye de détourner l'attention des Camerounais de l'événement avec des épiphénomènes. Vous voyez bien que même votre chaîne n'a pas parlé de notre meeting à Bamenda, parce que l'essentiel c'était 14 milliards. Donc d'une certaine façon, on peut dire que nos détracteurs ont réussi. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on aborde à présent le fil conducteur de cette émission, en commençant par les questions d'actualité. C'était une mise au point qui était peut-être nécessaire pour les téléspectateurs. Parlons de ce Sénat, la mise sur pied de ce Sénat. En tant qu'observateur avisé, vous qui aspirez à la magistrature suprême, comment vous percevez la mise sur pied de cette institution? Premier constat que nous pouvons faire ensemble. Le Sénat est devenu au Cameroun, et contrairement à la lettre et à l'esprit de notre Constitution, une chambre de représentants des communes et non pas des régions. Or, la lettre de la Constitution est claire. Le Sénat représente les régions. Ce qui veut dire que l'élection ou les élections au Sénat devraient être précédées par la mise en place des régions, puisque les conseillers régionaux font partie du corps électoral des sénateurs. Ça, c'est le premier constat. Maintenant, s'agissant des élections de mars 2018 qui ont permis justement l'émergence du Sénat actuel, on peut noter que le jeu qui avait pu permettre de croire en 2013 qu'il y avait un Sénat coloré avec une certaine opposition a disparu. C'était intenable. Et le propriétaire a tout repris, n'est-ce pas? Et donc, concédant au passage à l'opposition, on peut dire, si on est généreux, 7 sièges, parce qu'au fond, quand on dit que le RDPC a 87 sièges, le RDPC a 93 sièges, parce que tous ceux qui ont eu un siège de sénateur nommé par le président de la République sont des alliés officiels. Je ne parle même pas d'alliés officieux, mais d'alliés officiels du RDPC. Donc on se retrouve avec un Sénat obèse d'un parti qui est boulimique, qui ne se conçoit que dans l'unicité, dans l'unanimisme, alors même qu'on pense qu'on est entré dans l'ère du pluralisme. Vous avez parlé de l'esprit de la Constitution, c'est la réforme du 18 janvier 1996 très exactement. J'ai presque envie de vous demander, Monsieur le Président, en quoi la mise sur pied de cette institution est un problème? Vu que cette Constitution, dans ses dispositions et dans son esprit, prévoit la mise sur pied de manière progressive des institutions.
Non, je n'ai pas parlé de la progressivité. On parle d'une mise en place progressive. Je veux bien que l'on suive cette progressivité qui dure un quart de siècle. Mais soit, c'est pour cela que je dis qu'il dure un quart de siècle et qu'il peut continuer un siècle encore. Je crois que les Camerounais sont assez patients, ils attendront. Cependant, il y a une logique constitutionnelle. Donc, ne parlons pas de tout et en mélangeant ou en confondant tout. La mise en place progressive veut dire que si vous voulez mettre en place une institution dont la mise en place dépend de la mise en place d'une autre avant, vous mettez d'abord celle-là en place avant de mettre la suivante. Qu'est-ce que je voudrais dire en termes très simples? C'est que le Sénat représente les régions, dont la mise en place du Sénat dépend de la mise en place des régions. On n'a pas mis en place les régions, on ne pouvait donc pas mettre en place le Sénat. Mais je me suis toujours exprimé très clairement là-dessus, d'un point de vue de la légalité constitutionnelle. On ne peut pas dire que le gouvernement actuel a violé la Constitution parce que c'est dans le cadre de la réforme de 2008 que l'on a fait la fraude à l'esprit de la Constitution. Tout le monde en 2008 s'est focalisé sur le mandat, la durée du mandat présidentiel. Et donc on a glissé le corps électoral pour les élections sénatoriales peut être composé des conseils municipaux. Quand vous avez une majorité qui torture la Constitution, qui prend des libertés, non seulement avec l'esprit, mais avec la lettre de la Constitution, parce qu'elle a une majorité incontrôlable au Parlement, ça donne ce résultat-là, où nous avons des dispositions contradictoires au sein de la même Constitution. Et c'est ça qui est déplorable pour notre pays. De la même façon qu'on ne manipule pas la justice d'un pays pour des finalités politiques, il faut se garder d'instrumentaliser la Constitution à des fins politiciennes, parce que pour des finalités politiques, il faut se garder d'instrumentaliser la Constitution à des fins politiciennes, parce que effectivement on fragilise la loi fondamentale qui est la loi suprême de notre pays, à laquelle on ne devrait toucher qu'avec d'infinies précautions et de façon exceptionnelle. Cette raison, ce n'est pas simplement parce que quand on regarde la constitution de ce collège électoral-là, votre parti partait définitivement... La défaite était presque confirmée pour votre formation politique, avec à peine une dizaine de conseillers municipaux sur l'ensemble des 360 communes que compte le Cameroun face à un mastodonte qui était en face. C'était peut-être logique que vous abandonniez le combat. Les 360 communes que compte le Cameroun face à un mastodonte qui était en face, c'était peut-être logique que vous abandonniez le combat. Je n'ai jamais fait mystère de cela, monsieur, donc vous ne révélez rien. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas juste de dire avec à peine une dizaine, c'est 19, donc à peine une vingtaine, c'est plus correct. Et ceci dit, je n'ai jamais fait mystère de ce que la première raison pour laquelle nous ne sommes pas allés au sénatorial, donc c'est cette logique constitutionnelle qui n'est pas respectée. Mais la deuxième, c'est qu'effectivement, nous sommes un parti sérieux, nous ne pouvions pas aller... être des marchands d'illusions auprès des Camerounais en faisant croire que nous pourrions avoir des sénateurs élus ou un sénateur élu, alors que nous savions que le corps électoral ne nous permettait pas d'espérer un tel résultat. Vous avez absolument... La dernière question, Monsieur le Président, vous êtes un parti sérieux. Oui. Vous avez pris part aux élections législatives et municipales de septembre 2000, je crois que c'est 2007, c'est cela? 2013. 2013 y arrive. Vous y êtes allé alors que le code électoral est inchangé. Vous êtes un parti sérieux? C'est un code qui venait d'être adopté en 2012. Donc, on n'avait pas encore mis à l'épreuve. Mais le code électoral était largement critiqué bien avant la tenue de ce scrutin-là. Vous y êtes allé pourquoi? Je dis, si vous permettez... Allez-y, Monsieur le Président. Faites les questions et les réponses en même temps. Je ne fais que vous relancer, Monsieur le Président. Pour que vous me relanciez, il faut encore que j'ai pris la parole. Allez-y, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que nous étions en 2013. Le code électoral venait à peine d'être adopté. Bien sûr, un certain nombre de revendications formulées par les partis politiques d'opposition et la société civile n'avaient pas été prises en compte. Mais est-ce une raison suffisante pour un parti politique de dire je n'irai jamais aux élections jusqu'à ce qu'on élabore le code que je veux? Nous avons une logique différente au MRC. Nous sommes allés aux élections, premièrement parce que dans le contexte de l'époque, nous avions passé un contrat de confiance avec Eleka. Contrat moral. Nous avons assisté à des réunions, nous avons interpellé Eleka sur les insuffisances du code. Et je me souviens d'une réunion présidée à la préfecture du Mfundi par le vice-président d'Eleka, Maître Ebanga Yoda, où nous avons par exemple attiré son attention sur la crainte que des bureaux de vote soient ouverts dans les casernes militaires. Et il nous a donné sa parole. Le SDF était présent, l'UPC et d'autres, dont ils peuvent porter témoignage de ce que je dis. Il nous a donné sa parole, il a dit ça ne se produira pas. Nous sommes allés aux élections en disant, Eleka vient d'être mis en place, donnons-lui une chance, voyons
Parce qu'après tout, si nous n'étions pas allés, vous auriez pu me reprocher justement d'avoir jugé les gens avant de les voir à l'épreuve. Nous les avons mis à l'épreuve, donc nous sommes allés. Et en dépit de tout cela, nous avons eu le score que vous connaissez. Et nous avons eu le score que vous connaissez avec un mauvais code. Nous avons eu un député à l'Assemblée nationale, d'après ce que le RDPC a bien voulu nous attribuer. Parce que nous savons que dans la capitale Yaoundé, nous avons gagné au moins la moitié des sièges, c'est-à-dire au moins 3 sièges sur 7. Comment vous le savez, Monsieur le Président, vous qui êtes légaliste? Nous avons des procès-verbaux, justement. C'est ça la différence. Très bien, vous savez que ces procès-verbaux n'ont aucune valeur, que c'est les procès-verbaux d'Election Cameroun font foi. Non, Monsieur le Président, permettez que je vous relance de temps en temps. Sur quoi fondez-vous votre argumentaire? Vous qui êtes légaliste. J'ai fini. Très bien. Nous fondons nos résultats sur les procès-verbaux signés par tous les membres du bureau de vote. Qui n'ont aucune valeur. Qui n'ont aucune valeur, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord là-dessus. Qui n'ont aucune valeur. Puisqu'à l'heure actuelle, seuls les procès-verbaux d'Election Cameroun font foi. Vrai ou faux, Monsieur le Président? Vous voulez que je dise que vous avez raison et que je me taise? Je voudrais simplement comprendre. Vous dites qu'ils n'ont aucune valeur, laissez-moi donc. Allez, monsieur. Voilà. Ils n'ont aucune valeur en cas de contentieux. Vous comprenez? Ils n'ont aucune valeur en cas de contentieux électoral. Parce que, cher monsieur, les commissions départementales proclament les résultats sur la base de ces procès-verbaux. La Commission nationale de recensement arrête les résultats sur la base de ces procès-verbaux. C'est lorsque vous arrivez au contentieux que si le Conseil constitutionnel veut, il peut dire vous avez produit des procès-verbaux contraires à ceux de l'ECAM, je ne donne foi qu'à ceux de l'ECAM. Voilà comment il faut comprendre et lire le code. Alors, quand vous me dites, effectivement, si on lit de manière cursive, on peut arriver à la conclusion à laquelle vous aboutissez. Mais nous disons donc que nous avions gagné au moins la moitié des sièges à Yaoundé. Et un certain nombre de Camerounais bien pensants qui aujourd'hui tirent sans ménagement sur le MSC avaient été les premiers au lendemain, 2 ou 3 jours, disons, après le recensement des votes, à dire le MRC a partagé au moins les sièges dans la capitale. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas les embarrasser, ce n'est pas le sujet. Donc, nous sommes allés confiants. Bien qu'étant un jeune parti politique, parce que nos militants étaient organisés et enthousiastes. Et à l'issue des élections, il ne nous a pas échappé que suivant le classement officiel même du gouvernement, que nous sommes le 4e parti politique en termes de suffrage exprimé, derrière le RDPC, le SDF et l'UNDP. On fera le bilan de votre formation politique, Monsieur le Président, mais restons dans le cadre des questions d'actualité. Abordons celles relatives notamment à l'épuration de la dette intérieure. Vous êtes certainement au courant que l'État du Cameroun a décidé de payer quelques prestations, notamment aux entreprises locales. On a évoqué dans la presse le montant de 30 milliards de francs CFA. À votre avis, les PME au Cameroun sont de véritables leviers de croissance? Elles pourraient l'être. Et elles pourraient l'être davantage. Elles le sont. Parce que, après tout, combien de très grosses entreprises a-t-on au Cameroun? Pas beaucoup. Donc au final, ce sont les PME. Parce que si vous sortez des grandes entreprises agro-industrielles et de la grosse entreprise DDA qui transforme l'aluminium, la bauxite en aluminium, il n'y a pas énormément de grosses entreprises industrielles. Donc c'est le tissu des PME nationales qui en réalité portent notre économie. Raison pour laquelle il est extrêmement important d'être attentif à leurs préoccupations. Parce qu'elles devraient être prioritaires dans la commande publique, elles devraient être prioritaires dans l'épuration de la dette, parce que c'est elles qui créent les emplois. Ce sont ces petites entreprises qui emploient 5, 10, 15, 20, 50 Camerounais en réalité qui créent le plus d'emplois et qui créent la richesse, parce qu'eux, ils redistribuent directement à des personnes qui ont des familles en charge. Donc, il me semble que l'une des priorités du gouvernement devrait être de faire l'effort maximum qu'il peut pour épurer la dette intérieure. Cette épuration de cette dette intérieure, cette partie de la dette, on parlait de la dette de l'exercice 2016 et des années antérieures. Est-ce que ça résout le problème des petites et moyennes entreprises? C'est une question de financement uniquement ou il y a une question également de formation? Vous mettez le doigt sur un point extrêmement important. Il y a un vrai problème de formation. Formation, pas simplement du personnel et des ouvriers comme on peut le penser souvent.
formation des dirigeants de ces entreprises, des PME. Nos PME ne sont pas encore assez compétitives, surtout à l'international, parce qu'elles ne sont pas préparées à affronter la compétition. La plupart du temps, elles gardent une gestion familiale. Et donc, au fond, parfois on arrive à confondre la comptabilité de l'entreprise avec la comptabilité personnelle. Donc, il faut une vraie formation. Vous savez, quand les pays où les PME sont très fortes, comme l'Allemagne, comme même le Japon, en dehors des très grosses entreprises, sont celles où vous avez des chefs d'entreprise d'une dizaine d'employés, de 20 employés qui savent aller chercher des marchés à l'étranger. Donc, formation des dirigeants, mais également formation du personnel. Et c'est pour cela qu'au cœur de notre programme, de notre projet de société, du programme que nous proposons aux Camerounais, la formation est, je crois, le pilier, la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que notre système de formation entend reviser justement le mode de formation traditionnel actuel de la maternelle à l'université. Mais à côté de cela, il y a un deuxième pied qui est la formation professionnelle. Parce que l'orientation scolaire actuelle, qui effectivement met l'accent peut-être sur les humanités et d'autres choses qui peuvent nous amener à rêver, passe parfois à côté de l'essentiel qui est celui de donner des outils de la compétition à nos jeunes. Donc, on va avoir des instituts de formation professionnelle dans chaque département. Dans chaque département du Cameroun, il y en a 58, ce n'est pas hors de portée, de façon à ce que des jeunes, même ceux qui ont déjà reçu une formation, par exemple en droit ou en lettres, puissent changer de couloir par une formation dans ces instituts de formation professionnelle d'une durée allant de 6 mois à 24 mois au maximum pour acquérir une nouvelle formation, de nouvelles compétences. Et ça va se faire avec les PME. C'est faire un diagnostic, recenser les besoins des PME actuels et ceux à créer et faire des formations adaptées. Mais il y a un autre pilier à côté, il y a un sous-pilier à côté, c'est-à-dire les centres de métiers. Nos centres de métiers ne s'adressent plus uniquement à des gens qui ont fait des études secondaires, universitaires, mais c'est des gens qui ont le CEP, parfois qui n'ont même pas le CEP, mais qui veulent faire une formation de coiffeuse, de staffeur, de carreleur, d'ébéniste. Ils vont passer 3 à 18 mois au maximum dans ces centres de métiers pour acquérir des métiers. Et cette compétence professionnelle, cette compétence technique leur sera donnée par d'anciens, des gens qui sont parfois à la retraite, qui ont acquis vraiment de l'expérience et qui vont transmettre. Ces gens seront employés, même s'ils sont déjà à la retraite, sur la base de contrats à durée déterminée pour qu'ils puissent transmettre leur savoir. L'on sort de ce sujet, Monsieur le Président, pour aborder le troisième sujet dans l'ordre des questions d'actualité. D'abord, la question de l'assainissement du fichier solde de l'État. Vous êtes certainement au courant que le ministre des Finances va lancer une opération dès la fin de ce mois d'avril, notamment au niveau des guichets de banque, pour tenter justement de débusquer ceux qui continuent d'émarger sur le compte du Trésor public du Cameroun. D'abord, cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État, ce n'est pas une nouveauté au Cameroun, mais le fait que l'on s'engage à ce qu'on appelle aujourd'hui un comptage physique, ce retour à une méthode à la limite rudimentaire, vous parle, vous? Ce n'est pas nouveau, vous l'avez bien dit et vous avez raison de le dire. Moi-même, qui suis devant vous, j'ai déjà participé justement au recensement physique au moins 3 fois. Donc même le fait d'y ajouter l'adjectif physique ne change rien à l'affaire. C'est que, en fait, on recommence périodiquement cette affaire pour jeter de la poudre aux yeux. Si l'on veut rationaliser le fichier des agents du personnel de l'État, on sait comment le faire. On sait informatiser avec des clés de sécurité. Aujourd'hui, on vous a parlé d'Antilope, on a parlé de toutes sortes de systèmes qu'on a mis en place, JPS 1 et 2 et tout le reste. Sauf que, en fait, ce sont ceux qui sont techniquement en charge de ces systèmes qui ont en même temps les clés de sécurité. Et ils peuvent modifier à volonté. Il faut que l'on mette, il ne faut pas faire croire que nous sommes le seul pays au monde où on ne peut pas avoir un système informatique fiable, où la sécurité informatique est garantie. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui informatise le personnel de la fonction publique. Pourquoi au Cameroun ça ne marche pas? Pourquoi on arrive toujours à avoir des fraudeurs et effectivement à avoir presque, je ne sais pas moi, un quart ou un cinquième, pour être gentil, du personnel de l'État qui sont des fraudeurs qui ne devraient pas justement avoir un salaire payé par l'État à la fin du mois. Donc je pense qu'il faut que l'on soit sérieux dans ce que l'on veut faire. Si on veut vraiment réformer la fonction publique camerounaise, d'ailleurs ça ce n'est qu'une mesure cosmétique. Parlons de quelques solutions que vous suggérez justement pour un assainissement du fichier solde de l'État et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Oui, je vais vous donner un exemple. D'abord, l'informatisation est cruciale. Demain, si
le MRC est en charge de gérer ce pays. Ou si les Camerounais me font l'honneur de faire de moi le prochain président de la République du Cameroun, la réforme de la fonction publique va commencer par une informatisation suivant les standards internationaux. Nous avons des Camerounais compétents pour le faire. Il y en a ici au Cameroun et dans la diaspora. Croyez-moi, on peut faire un système sécurisé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez connaître le stock exact du personnel de la fonction publique et le stock exact des salaires des fonctionnaires. Et deuxièmement, il y a quelque chose de simple. Comment assurer au sein de l'État ce qui se fait déjà dans le secteur privé, même au Cameroun, c'est-à-dire le contrôle de la présence effective au travail. Dans le secteur privé, dans n'importe quelle entreprise bien organisée, vous arrivez avec votre carte que vous passez dans une machine qui indique effectivement l'heure à laquelle vous êtes arrivé et l'heure à laquelle vous partez. On n'a jamais pu faire ça dans l'administration camerounaise. Parce qu'on trouve toujours le moyen de mettre cela en panne. Personne ne veut que ça marche parce que, en réalité, les gens viennent accrocher les vestes ou, pour ce qui est des femmes, mettre leur sac à main, repartent et reviennent 30 minutes avant la fin de l'heure normale du travail et repartent. Donc il faut que nous redevenions sérieux. Parce que la productivité ne doit pas être une exigence simplement du secteur privé, mais également du secteur public. Et je vais vous dire, pour accompagner cela, il faut, je vais dire la présence, il faut deux mesures, au moins. Premièrement, il faut revaloriser les salaires dans la fonction publique. Ne nous voilons pas la face. Les gens ont des salaires qui ne correspondent pas au niveau de vie actuel. Lorsque on garde le SMIC encore, je crois, à 32 270 francs, si je me trompe, nous savons, pour prendre la ville de Yaoundé, qu'avec 50 000 francs, même c'est limite, parce que même si vous vivez dans le Elobi, vous allez trouver une chambre unique pour une seule personne, avec un seul lit, pas à moins de 15 000 francs. 15 000 francs pour la chambre. Combien, à supposer que vous n'ayez aucune charge, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes seul. Combien vous mangez par mois? Peut-être 15 autres 1000 francs, vous êtes à 30 000 francs. Combien est-ce que vous payez pour aller au travail? Le véhicule, le taxi ou le mototaxi. Vous ne vous habillez pas, vous ne vous lavez pas, vous n'avez pas de hobby, vous n'avez rien. Donc même déjà 50 000 francs, c'est limite. Or nous sommes à 32 270 000 francs. Donc il faut revaloriser les salaires dans la fonction publique. Nous pensons sur cette question justement, sur la revalorisation du salaire à la fonction publique, dans le contexte camerounais, est-ce que c'est un projet réaliste? Est-ce que vous ne craignez pas les effets d'entraînement? Je prends un CAF. L'augmentation forcément des salaires à la fonction publique devrait entraîner une sorte d'inflation sur le marché. Vous contrôlez l'inflation comment? Vous avez raison de dire qu'il y a toujours un risque d'inflation lorsqu'on augmente les salaires. L'inflation n'est pas, comment dirais-je, un signe négatif en économie. Une économie qui n'a pas un certain niveau d'inflation est une économie à tonnes, parce qu'effectivement on est en décroissance. Dans tous les pays où la croissance est nulle ou négative, il n'y a pas d'inflation. Donc il faut un niveau d'inflation. Le problème, c'est la maîtrise et le contrôle de l'inflation. Et vous dites, vous contrôlez l'inflation comment? Premièrement, en développant la consommation des produits locaux. Donc d'abord en accroissant l'offre locale du produit. Produits agricoles en particulier, parce que je ne vous apprends rien en disant que nous importons pour à peu près 650 milliards de produits de consommation chaque année au Cameroun. Rien que le sucre, hein, on est autour de 120 milliards, rien que pour le sucre. Donc nous pouvons accroître l'offre de sucre, nous avons les espaces appropriés pour cultiver, nous pouvons accroître l'offre de maïs, nous sommes en déficit de maïs, nous importons le maïs, etc. Nous pouvons accroître notre production de riz, etc. Donc vous accroissez cela, vous assurez une meilleure distribution, y compris dans les supermarchés, et vous allez voir que vous pouvez contrôler l'inflation, parce que l'inflation, c'est surtout justement lorsqu'il y a beaucoup d'importations. La deuxième mesure que j'ai préconisée tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre le départ à la retraite à 60 ans pour tout le monde à la fonction publique. 60 ans, minimum de base, parce qu'il y a des corps où on part à 65 ans, comme dans la magistrature, comme dans l'enseignement, pour des raisons objectives. Donc, je vois que c'est absolument insoutenable d'imaginer qu'un médecin va à la retraite à 55 ans, alors qu'il est dans la force de l'âge et de l'expérience. C'est une perte. Donc, il faut au moins 60 ans. Donc, avec ces mesures, ajoutez à une chose, on va être extrêmement, croyez-moi, rigoureux dans le recrutement dans la fonction publique. Justement. Il faudra, par exemple, reconvertir un certain nombre de personnels. Il ne s'agit pas de les renvoyer, mais de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences pour servir à des postes plus valorisants. Par exemple, il n'est plus normal que dans la fonction publique, la plupart des directeurs ou des responsables soient encombrés de secrétaires.
Parce que l'ordinateur aujourd'hui permet à chaque responsable de pouvoir taper son courrier directement, etc. Bon, on peut toujours avoir besoin d'une secrétaire, enfin d'une assistante, mais pas de 2, de 3, de 4 ou de 5, comme si on était à l'époque où on tapait à la machine à écrire. Donc, ces secrétaires, nous allons les récupérer, les former, leur donner des formations, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 6 à 12 mois, pour qu'ils acquièrent de nouvelles compétences pour servir à d'autres niveaux dans l'administration. Donc, voilà les mesures que nous avons. Vous avez évalué le coût de ces deux mesures? De quelles mesures? Celles que vous venez d'évoquer. La mise en œuvre de ces mesures, si jamais vous êtes porté... Oui. Quel coût ça a? Puisque la formation s'acquiert dans les structures que l'État met en place. Tenez, si vous prenez une secrétaire qui travaille au ministère des Relations extérieures, vous voulez qu'elle devienne un attaché diplomatique. Vous lui donnez la formation à l'IRIC. Elle ne va pas faire le cycle de maîtrise de l'IRIC. Elle va faire le cycle peut-être d'1 an ou de 2 ans et elle va acquérir ce niveau de compétence. Donc elle n'a pas besoin de rester comme secrétaire, elle devient attachée diplomatique. Donc il n'y a pas un coût particulièrement élevé. Sortons de ce sujet pour aborder la dernière question d'actualité dans le cadre de cette première phase d'échange relative à la mise sur pied d'une zone de libre-échange continental. Vous savez que plusieurs pays africains, notamment 47 très précisément, ont signé cette résolution-là en attendant évidemment que cela fasse l'objet de ratification dans les parlements de ces pays-là. Quel est votre regard sur cette résolution? L'idéal visé est excellent. Parce que si effectivement notre continent pouvait être une vaste zone de libre-échange, ce serait l'idéal. Mais pour l'instant, je parle d'idéal pourquoi? Parce que cette zone de libre-échange risque de se heurter très rapidement aux réalités de la diversité du niveau de développement économique des différents pays africains. Vous savez qu'un certain nombre de nos pays, sinon l'écrasante majorité, vit en grande partie des recettes douanières. Si vous faites une zone de libre-échange en Afrique, bien que les échanges, nous le savons, les échanges intra-africains sont faibles comparés à ce que nous exportons en dehors du continent, il reste que les recettes douanières, même venant d'autres pays africains, sont une source importante de financement du budget de l'État. Si vous supprimez cela, certains pays vont avoir du mal. Pourquoi? Parce que tous les pays n'ont pas le même niveau, par exemple, d'industrialisation, de diversification de leur production. Donc si vous leur dites, désormais on peut entrer dans votre marché en franchise douanière, ils vont regarder, ils vont dire, bah, nous, qu'est-ce qu'on exporte vers eux? Rien. Donc quel intérêt avons-nous immédiatement à mettre cela en place? Donc je crois que les réalités, en fait, économiques, pas l'idéal visé, les réalités économiques risquent de ralentir ou de différer la mise en place. Mais je crois que nous sommes dans la bonne direction parce qu'il s'agit effectivement de construire une économie continentale, j'allais dire un espace de développement continental. J'ajoute, dernier point, que cette zone de libre-échange devra travailler de façon très très affinée, justement, le cordon douanier, donc à l'échelle continentale, c'est-à-dire autour de l'ensemble des pays qui auront signé. Sinon, les produits venant de l'extérieur du continent vont effectivement utiliser ça pour pénétrer en franchise sur nos territoires. Je vous donne un exemple. Si vous avez une zone de libre-échange continentale et qu'un pays, le Cameroun, crée une zone franche, de nombreux pays où un pays peut venir installer plusieurs entreprises, amène ses produits fabriqué dans son pays, reconditionne, refait le packaging, comme si c'était produit au Cameroun, et redistribue sur le marché continental à partir de la zone de libre-échange. Donc, il va falloir regarder beaucoup de choses de très près pour que des pays extra-continentaux n'utilisent pas cela justement pour affaiblir notre propre développement économique et industriel. Des questions thématiques, et on va certainement ouvrir cette phase d'échange avec l'actualité de votre formation politique qui a tenu sa convention il y a un peu plus d'une semaine très exactement. Au terme de celle-ci, il se dit que votre élection était à la limite un plébiscite. Est-ce qu'il y a eu un toilettage des textes avant la tenue de cette convention, notamment les dispositions de l'article 23 qui font du président naturel le représentant de cette formation politique à l'élection présidentielle? Merci de me donner l'occasion de reparler de cette formidable convention qui était la fête des militants du MRC, venant de toutes les régions du pays, venant de tous les départements du pays. C'était extraordinaire. Je pense que, sans forcer les traits,
tous les observateurs attentifs de la scène politique camerounaise ont apprécié ce moment exceptionnel de communion militante. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est depuis 2015 que j'ai dit, alors que les statuts d'origine du MRC disaient très clairement en leur disposition que vous venez de citer, que le président du MRC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Si, ça a changé, puisque dès 2015, j'ai dit que j'ai soumis au directoire une demande expresse à cet égard pour dire qu'il faut une dérogation à cette disposition disant que le président en exercice du MRC soumet sa candidature à concurrence pour la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Ce que le directoire de notre parti a accepté. Nous avons ensuite intégré cela dans les statuts modifiés, parce que nous avons fait le toilettage de nos statuts pour rendre désormais justement la compétition dans la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle possible, en dehors même du fait qu'il y ait un président, puisque ce président peut soumettre sa candidature. Y a-t-il une compétition, monsieur le président? Bien sûr, j'y viens. Donc, ce texte a été adopté par les militants au début de la convention, le samedi 17, et c'est sur cette base donc, que nous avons fait. J'ajoute que l'information dont je vous parle a été mise en circulation au sein du parti depuis 2 ans, et qu'on a fait appel à candidature. Le secrétaire général de notre parti a diffusé cela largement. Les communiqués existent, si vous voulez en avoir la preuve, y compris dans la diaspora, pour dire vous êtes libre justement de former des listes et de présenter votre candidature pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle. Alors maintenant, vous me demandez s'il y a une compétition. Ma liste s'est trouvée être la liste unique. Je n'ai pas choisi. Pour un parti démocratique, c'est quand même d'une curiosité. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces dispositions qui donnent l'opportunité aux militants de constituer des listes pour une élection comme celle-là? C'est quoi le candidat, professeur Kamto, fait peur aux militants de sa formation politique au point où personne n'est capable de constituer une liste concurrente? C'est moi qu'il faudrait blâmer ou bien ceux qui peut-être... Vous êtes à la tête du parti? Oui. Je constate qu'il n'y a pas eu de liste concurrente. Ça ne vous inquiète pas? Pourquoi ça devrait m'inquiéter? Vous êtes lu avec une écrasante majorité? Élu quand même. Alors je voulais vous dire, donc permettez-moi de terminer mon Allez-y. propos. Parce que devant cette situation, on aurait pu m'élire par acclamation. J'ai demandé et j'ai insisté pour qu'il y ait élection. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a eu, y compris dans ce pays, y compris au sein du parti qui dirige le pays, lorsqu'il était parti unique, dans des localités où un candidat unique a perdu les élections, ou une liste unique a perdu les élections. Donc lorsque vous faites des élections, monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes candidat unique que vous gagnez automatiquement. Si l'élection est sincère et se fait au bulletin secret, ce qui était le cas, nous avions des enveloppes, nous avions des isoloirs. J'ai envie de vous demander justement, monsieur le président, est-ce que ce n'est pas une entorse à la démocratie auquel tient le MRC, de savoir finalement que son président est reconduit à la tête de cette formation politique et le porte-étendard à l'élection présidentielle sans qu'il y ait de concurrent? Qui fait entorse à la démocratie? Je vous repose la question, monsieur le président. Donc vous me posez, vous dites, est-ce que ce n'est pas une entorse? Je voulais savoir... C'est une question. Vous êtes à la tête du parti. Si j'ai fait entorse, parce que dites si la question s'adresse à moi, ou si c'est l'entorse des militants, ou si c'est l'entorse... Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, et c'était justement à dessein, lorsqu'on parlait de la majorité à la limite obèse et soviétique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sein du Sénat, vous avez semblé vous offusquer, mais vous ne vous offusquez pas de constater que vous êtes élu sans concurrent. Ce n'est pas la même chose. Parce que là où le RDPC arrive à obtenir les majorités obèses, il n'est pas seul. Il est face à d'autres concurrents. Et ce n'est pas la fraude qu'il obtient. On ne vous a pas dit qu'il y avait une liste concurrente à la mienne et on l'a retirée. On ne vous a pas dit qu'il y avait une liste concurrente à la mienne et il y a eu des tricheries. On ne vous a pas dit qu'il y avait une liste concurrente à la mienne et on a procédé par plébiscite. Il y a eu une liste parce que les autres ont estimé qu'il n'avait pas envie de se présenter comme candidat. Pourquoi est-ce que vous vous attendiez donc à ce que je suscite des sparring partenaires d'occasion pour donner l'impression, l'illusion de démocratie? On aurait pu faire ça, mais au MRC, nous ne fonctionnons pas comme cela. Très bien. Je vous relance sur cette question, monsieur le président. Alors que vous tenez cette merveilleuse convention et que vous êtes porté à la tête de votre formation politique, vous avez un militant de la première heure qui décide de claquer les portes du MRC. Je parle de Franck Hubert Ateba, que vous connaissez certainement bien.
Vous savez ce qu'il a dit de votre formation politique? Alors, je vais vous transmettre fidèlement ses propos, rapportés d'ailleurs par le journal Mutation le 16 avril 2018. Il parlant de votre formation politique, d'une formation politique qui fait l'objet d'une gestion clanique, opaque et paternaliste. Est-ce que cela n'était pas suffisant pour que l'on comprenne que vous soyez seul candidat à cette élection? Donc, parce que vous donnez plus de crédit aux propos de quelqu'un qui est membre fondateur de votre parti politique. Qu'est-ce que ça veut dire membre fondateur? Vous connaissez la liste des membres fondateurs du MRC? Il ne fait pas partie, Monsieur le Président. Vous connaissez la liste des membres? Il n'en fait pas partie, Monsieur le Président. Si vous étiez du MRC, vous pourriez vous réclamer membre fondateur. Mais il a occupé des postes importants au sein de votre formation politique. Donc, ces propos m'amènent à vous relancer sur cette question. Vous avez fait de lui justement le secrétaire adjoint de votre formation politique. Il n'était pas secrétaire adjoint. Il n'était pas secrétaire général adjoint chargé de la prospective. Il n'a jamais été secrétaire général. Il était secrétaire national adjoint chargé de l'inspection. Très bien. Voilà le titre exact, la fonction exacte. Donc c'était un cadre du parti. C'était un cadre du parti. Ces propos... Demandez, et je vais répondre à votre question. Demandez à ce monsieur, puisque vous relayez ses propos, combien de fois il a assisté aux réunions du directoire du parti? En 5 ans, combien? Depuis la création du parti. Je ferme cette parenthèse, je réponds à votre question. Gestion planique, opaque et je ne sais plus quoi. Paternaliste. Paternaliste. Bah, il faudrait que... Paternaliste, il faudrait que j'ai une autorité paternelle hors pair. Dans un parti où il y a des camarades qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont plus de 70 ans, que je sois à ce point paternaliste sur eux qu'ils se couchent. Eux qui ont des enfants, des petits-enfants et derrière-petits-enfants. Non, il faut respecter les uns et les autres. Je crois qu'on peut être en désaccord avec un parti politique, s'en aller comme la personne dont vous parlez et d'autres personnes qui sont parties du MRC. Et nous respectons leur choix. Le MRC, nous avons la particularité de dire au MRC que nous n'excluons personne. Vous voyez donc que c'est cette personne qui décide enfin de dire qu'elle démissionne. Elle n'est pas la seule. Vous en connaissez d'autres. Donc nous respectons son choix. Mais qu'il respecte les militants du MRC. Quand on dit gestion opaque, qu'est-ce que c'est qu'une gestion opaque? Je vais vous dire. Ce monsieur, cette personne dont vous parlez, fait partie d'un groupe qui a la naissance de notre parti. Parce qu'il n'y croyait pas, cher monsieur. M'ont rendu la vie impossible ici avec 2 questions. La première, c'était à qui appartient le siège? À qui appartient le siège? Est-ce qu'on loue, est-ce qu'on a acheté? Et la question que j'ai posée un jour était, pendant que vous tenez vos réunions ici, est-ce que quelqu'un est jamais venu vous déranger pour demander un loyer? Non. Et quel est donc le problème? La deuxième chose, parce qu'il persistait, je commets une commission présidée par un de nos camarades qui était chef traditionnel venant de l'Est, pour qu'il les réunisse, parce que je le considère comme un sage au sein du parti, donc qu'il les réunisse et qu'il leur demande exactement quel est le problème. Et le rapport qu'il me donne est ahurissant. C'est que les camarades me disent de déposer sur la table ce que j'ai dans la poche pour faire fonctionner le MRC, pour qu'on sache si on va tenir 6 mois ou pas. Ce sont des camarades qui croyaient à l'avenir du parti, ça. Mais en désespoir de cause, parce qu'ils ont vu que le parti a tenu et est devenu ce qu'il est devenu, un parti national, une machine, embrassée par les Camerounais de toutes les régions du pays, en dépit et en désespoir de cause, il vient trouver les médias pour dire qu'il démissionne. Quelle est la gestion opaque? Lorsque nous disons exactement ce que nous recevons, le MRC est un parti qui compte sur ses militants. Et croyez-moi, cher monsieur... Cette défection ne vous inquiète pas, visiblement. Je vais prendre un autre cas. Celui de Wougli Massaga, que vous avez accueilli à grande pompe dans votre chapelle politique et qui, du jour au lendemain, a claqué les portes. Vous ne vous êtes pas questionné sur les raisons de ces départs en cascade? Mais il les a donnés lui-même. Pourquoi voulez-vous où est la cascade? Bah, si une cascade était faite de 2 gouttes d'eau, je crois qu'il y en aurait beaucoup au Cameroun. Monsieur... Donc je crois qu'il faut
attentif à ce que disent les uns et les autres, M. Wongui Masaga, que nous avons accueilli avec respect, ce n'est pas avec fanfare, avec respect pour son histoire. Dans l'histoire politique du Cameroun, Wongui Masaga est connu. Donc nous ne pouvions pas le recevoir avec banalité, c'était légitime. Si nous ne l'avions pas fait, vous-même, vous auriez pu faire remarquer que nous lui manquions de respect. Sauf qu'il est reparti, hein, monsieur le Président. Oui, il est reparti pour les raisons qu'il a données. Tellement complètes les raisons qu'il a données qu'on n'a pas besoin d'en ajouter. Parlons de cette deuxième convention. Vous aviez semblé vous féliciter tout à l'heure de savoir qu'il y a eu un engouement massif. Les militants sont venus quasiment de tous les coins du Cameroun. Vous l'aviez vous-même réitéré. Combien de militants le MRC aujourd'hui? Ça, vous poserez la question au secrétaire national. On n'a pas pris le temps de faire un inventaire avec la tenue de cette deuxième convention. Vous savez pas le nombre de militants que vous avez? Non, parce que ce ne sont pas les militants qui viennent à la convention, ce sont les délégués. Si c'était les militants, il n'y aurait pas assez de place. Vous n'avez pas eu le temps de faire le point avant justement la tenue de cette convention? Non, parce que les on dit également le bilan de votre mandature. Nous les enregistrons tous les jours et ça n'a aucune importance d'ailleurs de vous dire. Parce que vous savez, il y a plusieurs dans un parti politique. Comment ça n'a aucune importance? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'importance que vous voulez attacher aux militants, au sens peut-être où on l'entend. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans un parti politique, il y a des militants encartés. Il y a des militants non encartés. Il y a des sympathisants. Donc si je vous donne des militants encartés, je vous dis qu'ils sont 500. Vous allez dire, bon, le MRC finalement, c'est rien du tout, parce qu'il n'y a que 500 militants. Si je vous dis que nous avons 50 000 militants ou 100 000 militants au Cameroun, vous allez dire, montrez-moi les cartes. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, nous avons les registres qui sont tenus. C'est pour cela que je dis, le secrétariat en charge de l'implantation du parti a le registre de l'ensemble de nos militants, unité par unité. On peut vous donner, je n'ai pas les chiffres ici sur moi, le nombre d'unités chez nous. Une unité est composée de 50 militants. À partir de là, vous pouvez extrapoler et avoir une idée du nombre de militants. Mais le nombre de militants encartés ne donne pas le reflet, n'est pas la traduction réelle du nombre de militants d'un parti politique. C'est tout ce que je voulais dire. Ça n'est pas un secret d'État. Je répète, si on veut avoir une idée précise, la plus approchée possible du nombre de militants du MRC, il faut connaître le nombre d'unités. Une unité, c'est 50 militants. Donc si dans une ville, vous avez par exemple 50 unités, c'est 50 fois 50, c'est 250 militants. Donc voilà comment nous calculons nos militants. Et ça, le secrétaire en charge de l'organisation a la liste complète. Alors, depuis 2013, vous bénéficiez, comme beaucoup de formations politiques qui siègent à l'Assemblée nationale et dans les organes délibérants des communes, du financement public des partis politiques. Au cours de cette convention, vous avez évoqué un chiffre qui a fait frémir, pas parce que le chiffre était exorbitant, mais parce que certains n'ont pas été suffisamment convaincus de la gestion que vous avez faite des 81 millions de francs CFA. Qu'avez-vous fait, Monsieur le Président, de cet argent? D'abord, dans les 81 millions de francs CFA, il y avait les 21 millions de la période électorale. Je crois que le trésorier national, dans son exposé, a commencé par là. Nous avons reçu 21 millions que nous avons reversés aux différentes listes électorales, nos listes électorales qui étaient en compétition contre des charges. Ça existe. Parce que quand vous dites, vous n'avez pas donné des explications convaincantes de la gestion, je suis étonné. Parce que le trésorier national de notre parti, qui a présenté son rapport, a dit qu'il tient à disposition, puisqu'il avait deux livres reliés, qu'il tient à disposition les comptes avec les justificatifs. Avec les justificatifs, parce qu'il s'agit des fonds publics que nous gérons avec la plus grande rigueur. Donc, les preuves sont là. Et si, après cet entretien, vous voulez en savoir davantage, je crois que le trésorier national du MRC n'est pas loin, il pourra vous montrer, peut-être vous pourriez filmer pour vos téléspectateurs si vous voulez. Donc je ne crois pas qu'il soit de bon ton d'entretenir une nouvelle ou de créer une nouvelle polémique autour de la gestion de ces fonds. Donc il y a eu les 21 millions de la période électorale. Et après, c'est 15 millions 24 000 francs chaque année. 15 millions 24 000 francs chaque année. Comme je le disais à nos camarades, si vous prenez même rien que le chapitre défilé, j'ai dit qu'un polo coûte, un t-shirt coûte entre 1000 et 1200 francs. Suivant que vous commandez ça à la dernière minute ou que vous y prenez un peu tôt.
je dois vous souligner au passage que la date à laquelle l'État libère ses fonds n'est pas connue, c'est toujours aléatoire. Par exemple, pour cette année, au moment où nous parlons, nous sommes en avril, nous n'avons toujours rien reçu. Donc, vous pouvez donc être amené à préfinancer. Et vous attendez jusqu'à la dernière minute, vous allez commander vos t-shirts au prix fort. Vous allez vous retrouver à fabriquer des t-shirts, parfois jusqu'à 1500 francs. Donc quand vous vous rendez compte que nous défilons sur l'ensemble du territoire, nous avons des communes, je dis des communes, où il y a 2000 personnes qui défilent. 2000. Donc quand vous additionnez cela, rien que, je ne dis pas qu'il y a des militants qui supportent une bonne partie. Et c'est d'ailleurs tant mieux, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais le parti appuie cela. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes un journaliste très perspicace et attentif à ce qui se passe sur la scène politique. Vous avez dû voir que nous ne sommes pas endormis au cours des 5 dernières années. Nous avons tenu des meetings. Si on devait consacrer les 15 millions au meeting, je crois qu'un seul meeting absorberait la totalité des 15 millions. Nous avons tenu des meetings à Bafoussam, à Tian, à Bonsamba, à Bertois, en dépit. Bon, ça a été compliqué à Bertois parce que finalement, le meeting n'a pas pu avoir lieu parce que l'administration a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Mais nous sommes quand même allés à la rencontre de nos camarades. À Ngandéré, nous en avons tenu. À Bamenda, nous étions en train d'aller au sud-ouest avant l'éclatement de la crise. Et nous préparons depuis l'extrême nord et le nord. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que vous faites avec les fonds. Ça n'est pas sérieux. Il y a des localités où nous louons, parce que les camarades de ces localités ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes. Nous louons le siège du parti. Je peux en citer à Ngandéré, dans beaucoup d'autres, à l'est, à Bertois, etc. Nous louons ces localités. Donc quand on veut créer une polémique inutile, alors que nous avons dit, nous tenons à disposition, y compris de l'inspection générale de l'État, comment dirais-je, les pièces complètes et les justificatifs des dépenses, c'est disponible. Monsieur le Président, si vous était donné de dresser un bilan de votre parcours à la tête de cette formation politique, que diriez-vous? Je ne dresserai pas un bilan de mon parcours personnel, parce qu'on ne le dit pas assez. Le MRC est dirigé par un directoire national. Je suis le président du parti et du directoire, mais c'est un directoire. Si vous n'aviez pas un long chemin à parcourir pour entrer à Douala, je vous aurais invité à notre réunion du directoire de demain, parce que nous les tenons chaque mardi. Et vous verrez que ce n'est pas le président qui décide tout seul. Moi, je soumets les problèmes au directoire. Et le directoire examine, croyez-moi. Et les gens s'expriment. Parfois, on est en désaccord. C'est le débat qui permet de dégager la solution. Jamais je n'ai imposé une décision au directoire. Je leur dis toujours, à la fin, je pense que pour telle ou telle raison, peut-être telle solution est favorable. Et un consensus se construit autour de la solution. Et c'est parce que certains de nos camarades se sont éloignés à tort des structures dirigeantes du parti qui tiennent le genre de propos qu'ils tiennent aujourd'hui dans les médias. Parce que si vraiment ils s'impliquaient dans le parti, ils constateraient que nous sommes un parti qui fonctionne de façon très ouverte et très démocratique. Donc, mon parcours, et je dirais le parcours du directoire national à la tête du parti, est un parcours, je crois, qui mérite quelques satisfecits, pour ne pas dire une réelle satisfaction, parce que nous sommes partis de zéro avec un parti qui est né dans les conditions que vous connaissez en 2012 et qui se trouve aujourd'hui être un vrai parti national, structuré. Parce que quand on raconte, les responsables du parti dans toutes les régions sont des gens de cette région-là, qui ont donc embrassé, épousé la cause du parti, qui connaissent l'idéologie du parti, ses valeurs et sa vision pour le projet. C'est ce projet-là que nous proposons aux Camerounais qui les passionne, qui les intéresse. Et fait que vous voyez un parti, justement des militants très engagés. Donc ça, c'est un motif de satisfaction. C'est un parti qui est structuré. C'est un parti qui est encore mieux structuré qu'il y a 3 ans, par exemple. Nous avons pu effectivement structurer les femmes. Il y a maintenant les femmes du MRC avec une présidente élue qui est notre camarade du Nord-Ouest, maître Mispa Awasoum, donc qui est une femme, qui est une dame. Nous avons structuré les jeunes, qui est désormais présidé par un jeune qui est là depuis le début, militant engagé, qui est de l'extrême nord, M. Nestor Novezela. Donc, je crois qu'il y a vraiment des raisons d'être confiant, en tout cas, pour l'avenir. Et je pense que le directoire n'a pas à rougir de ce qu'il a fait pendant 5 ans.
Moi, qu'on dise un mot sur l'idéologie de cette formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai entendu dire que vous êtes un parti modéré. Nous sommes surtout un parti social-libéral en termes d'idéologie. C'est-à-dire un parti qui, après avoir fait une évaluation des différents courants idéologiques qui traversent les scènes politiques du monde, pas uniquement la scène politique camerounaise, en est arrivé à la conclusion que le socialisme dans sa conception du 19e siècle, et je dirais même jusque dans sa conception de la fin du 20e siècle, socialisme pur n'est plus tenable aujourd'hui. Parce que nous le voyons bien, même des pays qui étaient communistes, mais pas seulement socialistes ou sociaux-libéraux, pas sociaux-démocrates, mais vraiment communistes, aujourd'hui ont été, par la force des choses, amenés à s'ouvrir au libéralisme, parce que le libéralisme a l'avantage de permettre à chaque individu de laisser éclore son génie, son talent, de laisser éclore sa créativité, et donc à chaque personne de produire de la richesse, de produire au maximum de ses capacités. Et le socialisme est la dimension de solidarité qui vient corriger, et l'État justement doit créer les conditions de la production de richesse pour ensuite redistribuer, pour que nous ne laissions personne au bord du chemin. Parce qu'au MRC nous disons, les 5 doigts ne sont pas égaux, mais chaque doigt a une fonction dans la main. Et donc, si le doigt le plus long joue un rôle très important, néanmoins, le pouce aussi, qui est tout court, a un rôle à jouer. Et donc, on ne peut pas laisser, par exemple, une personne handicapée ou des personnes vulnérables sans soutien simplement parce qu'elles sont, par exemple, hors du circuit de production. Voilà le social-libéralisme expliqué dans des termes très simples. Êtes-vous favorable aux accords de partenariat économique signés entre le Cameroun et l'Union européenne, puisque vous êtes social-libéral? Non, je l'ai dit. Pourquoi non? Parce que cela expose notre économie avant même qu'elle se soit structurée, organisée pour affronter la compétition. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire où on signe des accords pour ouvrir son marché avant d'avoir mis ses propres entreprises en ordre de bataille pour affronter la compétition. C'est comme si vous alliez à un match de football avec une équipe super puissante. Ce n'est pas finalement l'une des qualités qu'on reconnaît au Parti social-libéral, d'ouvrir le marché. Ah non, non. Les sociaux-libéraux, certes, ouvrent le marché, mais précisément après avoir préparé leur économie à affronter la concurrence. Je vous donne un exemple. Et il y a même les États-Unis, je veux dire, qui ne sont même pas sociaux-libéraux, eux, c'est le libéralisme, c'est même le néolibéralisme, n'est-ce pas, en particulier avec le gouvernement actuel ou les autres gouvernements républicains sous Reagan, par exemple. Pourtant, ils protègent. Il n'y a pas plus protectionniste que lorsque, par exemple, leur agriculture est menacée, ils ne se privent pas. D'ailleurs, parce qu'ils sont super puissants, ils n'ont même pas besoin de l'avis des autres. Ils établissent des barrières ou mettent des normes qui limitent justement l'importation des produits chez eux. Regardez la Chine. La Chine, après la mort de Mao et le départ de la bande des 4, comme on les appelait à l'époque, la veuve Mao et les 3 autres, lorsque Deng Xiaoping reprend l'économie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, moi j'ai 1,2 milliard de Chinois à nourrir. Et je vois que le communisme pur, dans sa conception initiale, ne me permet pas de le faire. Il installe les 6 zones de développement économique spécial. En fait, qui sont des enclaves du capitalisme dans l'immensité du communisme chinois. C'est là qu'ils font le transfert de technologie, ils happent la technologie, ils reçoivent des financements. Ces 6 zones étaient installées, une en face de Hong Kong, l'autre en face de Macao, l'autre en face de Taïwan, etc. Ils ont capté à la fois les capitaux de la technologie, développé le tissu économique chinois. Pendant 30 ans, personne ne savait ce qui se passait en Chine, puisque la Chine était fermée. L'industrie chinoise s'est musclée, et lorsqu'ils ont été prêts, à la fin, au milieu des années 90, ils ont ouvert. Voilà, c'est pour cela que nous disons, tout ce que nous disons, ce n'est pas de vivre fermé, c'est de dire préparons, vous parliez tout à l'heure des PME, préparons les PME camerounaises à affronter la compétition, permettons-leur d'acquérir la technologie, d'avoir les compétences, comme vous disiez tout à l'heure, en termes de formation, et d'avoir sur le plan du financement les fonds nécessaires pour développer, et ouvrons. Restons dans le cadre des déclarations qui ont été faites au cours de cette deuxième convention. Certains observateurs ont dit que vous versiez dans du populisme lorsque vous parliez de la dépouille de l'ancien président de la République, que vous souhaitez rapatrier, lorsque vous parliez également de la résolution de la crise dite anglophone. Je crois... Des déclarations d'un homme politique. Je suis homme politique, donc je ne peux pas dire que ce ne sont pas des déclarations d'hommes politiques. Mais... Vous savez que les hommes politiques ont la particularité de faire des promesses qu'ils ne tiennent presque jamais. Bon, j'espère que les Camerounais me mettront à l'épreuve.
Et la seule façon de me mettre à l'épreuve, c'est de faire de moi le prochain président de la République du Cameroun. Je peux leur garantir qu'ils ne seront jamais déçus. Parce que, si vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, quand on me tient pour quelqu'un de modéré, justement parce que je ne sombre pas dans la facilité. J'ai dit aux Camerounais ce que nous pouvons faire ensemble. Mais revenons à ce que vous avez dit. Il n'y a que ceux qui ne m'écoutent pas attentivement qui peuvent croire que je disais ça pour la première fois. En 2015, nous avons demandé, et j'ai été justement, le premier dirigeant de parti politique a dit il faut ramener la dépouille, les restes du président Amadou Ahidjo au Cameroun et lui organiser des obsèques nationales. Parce qu'il le mérite en tant qu'il a été le premier. Est-ce que votre prédécesseur à l'heure actuelle, ou alors celui qui occupe le palais des Toudi à l'heure actuelle, révèle que c'est une question d'ordre familial qui peut justifier que jusqu'à présent, cette dépouille ne soit pas revenue au Cameroun? Il a dit cela. Vous allez entamer quoi? Un dialogue avec Germaine Ahidjo, elle m'a dit que non, ce n'est pas une affaire familiale, c'est une affaire de l'État du Cameroun. Et donc dès lors qu'elle a dit cela, je n'ai pas besoin d'entamer un dialogue avec elle. Il me suffit, si je suis président de la République, de me rendre à Dakar, de lui rendre l'hommage qu'elle doit en tant qu'ancienne première dame du Cameroun et de traiter avec les autorités sénégalaises pour que les conditions du rapatriement soient organisées. Pourquoi est-ce que, je voudrais quand même insister, pourquoi est-ce que ce n'était pas du populisme? Mais j'ai dit qu'en 2015, nous avons voulu organiser à Garoua un colloque sur ce que nous appelions les mémoires plurielles blessées, où nous voulions justement que l'on rapatrie au Cameroun non seulement les restes d'Amadou Ahidjo, mais les restes des nationalistes qui sont dehors, qui ont été enterrés ça et là. Pourquoi? Parce que nous estimons au MRC que aussi bien Amadou Ahidjo que les nationalistes se sont livrés une guerre qui n'était pas la leur, mais qui était la guerre du colonisateur. Et on les a utilisés, en réalité. Et que nous devons réconcilier notre peuple. L'âme du Cameroun est en peine. Il faut l'apaiser. Nous sommes des Africains et je crois que nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Du reste, je dis, demain si, je ne sais pas que je souhaite que quoi que ce soit lui arrive, mais demain si je suis vivant, alors que l'actuel président de la République a rendu l'âme, pour rien au monde, je n'accepterai que sa dépouille reste à l'étranger si les gens veulent le laisser à l'étranger. Donc il ne s'agit pas d'Amadou Ahidjo. C'est une position de principe. C'est une position logique. Quand on a dirigé à ce niveau-là un pays, on fait partie de ce que j'appelle le patrimoine commun, c'est le bien commun de ce pays, avec ses faiblesses et ses forces. C'est ce discours que je voudrais faire passer à mes compatriotes camerounais. C'est un discours de rassemblement, mais c'est surtout un discours de responsabilité. Pour ce qui est de la crise anglophone, je ne vois pas où est la démagogie, franchement. Dire que je ne peux pas dormir tranquille quand des Camerounais tirent sur des Camerounais, c'est la démagogie? Non, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Quand je sais que des soldats camerounais, agissant dans leur, comment dirais-je, dans leur bon droit, c'est-à-dire dans le cadre de leur mission, je ne critique pas cela, sont amenés, pour une raison ou pour une autre, à tirer sur d'autres Camerounais qui, à tort, et je dis bien à tort, ont pris des armes contre eux. Ce n'est pas parce que les autres ont tort que ça me donne la paix dans le sommeil. Ce n'est pas la démagogie. Quand je dis que ce n'est pas normal que nous puissions rester tranquilles alors qu'il y a des Camerounais qui dorment dans les forêts parce que leur domicile et leur village ont été réduits en centre, que nous avons des compatriotes qui souffrent dans des camps au Nigeria, ce n'est pas la démagogie. Je dis que nous avions la possibilité d'éviter cela. Et que maintenant que cela est arrivé, nous avons la possibilité de régler. Pourquoi nous ne le faisons pas? J'ai toujours dit, humblement, que j'étais disposé, si on pouvait penser que je pouvais être utile en quoi que ce soit, à faire partie de ceux qui peuvent rechercher la solution à ce problème. Il n'y a aucune démagogie. Et je me terminerai simplement, si vous donnez 30 secondes, en disant que si je suis en capacité de diriger le Cameroun demain, ce sera le problème numéro 1 sur mon agenda politique. Et dans les 3 mois qui suivent, l'accession au pouvoir... Tiens, l'aggiornamento du code électoral actuel, vous en avez d'ailleurs fait votre cheval de bataille, on va y revenir. Le code actuel, il est comme il est, il a ses imperfections. Monsieur le Président, êtes-vous favorable dans un contexte pareil à une alternance par l'insurrection? Non. Je n'ai jamais été favorable à une telle modalité d'accession au pouvoir. C'est pour cela que, en dépit du fait que certains propos tenus par les putschistes de 1984 étaient fondés dans leur diagnostic de la situation,
leur geste, le moyen choisi est radicalement condamnable. Il n'y a aucune compréhension possible lorsqu'on organise le coup d'État dans un des tentatives de coup d'État ou de coup d'État dans un pays. Ce ne sont pas, de par mon éducation et ma formation, je ne suis pas naturellement enclin à ce genre justement de modalité d'accession au pouvoir. Donc, c'est pour cela que dès sa création, le MRC a toujours dit nous voulons le changement par les urnes dans la paix. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous avons persévéré et les Camerounais nous ont compris et aujourd'hui ils adhèrent massivement. C'est pour cela que c'est dès 2013 que nous avons commencé à mobiliser massivement les gens pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Si vous avez bien remarqué, vous verrez que le nombre d'électeurs avait quand même augmenté entre 2011 et 2013. C'est grâce aussi au travail, pas à nous seuls, mais grâce aussi au travail que nous avions fait. Et nous nous sommes réjouis de ce que d'autres Camerounais ont rejoint ce mouvement pour effectivement mobiliser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons une vraie chance d'obtenir l'alternance par les urnes au Cameroun. Et je peux vous assurer que l'un de vos chevals de bataille, c'était notamment la réforme du code électoral. Vous avez même émis quelques propositions. On parle d'une proposition de loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat. J'ai presque envie de vous demander, c'était beaucoup de zèle, Monsieur le Président, compte tenu de votre présence. On parle pratiquement d'un député à l'Assemblée nationale face à la machine du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était juste pour essayer, pour tâter le terrain, comme on parle trivialement au quartier. Vous pensiez qu'une telle démarche aurait pu aboutir, traverser le simple palier de la conférence des présidents? Non, les choses, il ne faut pas regarder les choses de cette façon. D'abord, effectivement, la conférence des présidents n'a même jamais examiné, contrairement à ce que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale. Donc la conférence aurait pu l'examiner et pour la rejeter, elle ne l'a pas fait. Mais ceci dit, non, il ne faut pas voir le jeu parlementaire de cette façon-là. Le jeu parlementaire veut que les députés examinent, ce sont les élus de la nation. Donc en réalité, on part de l'idée que quand ils agissent, quand ils adoptent des lois, ils les adoptent dans l'intérêt de la nation. Et nous pensons d'ailleurs toujours que le code électoral fait partie des questions qui ne concernent pas un parti politique en particulier, qui concernent l'ensemble des acteurs du système politique. C'est-à-dire vouloir que les règles soient claires, vouloir par exemple que celui qui sort vainqueur des élections ou de l'élection présidentielle par exemple ait une légitimité suffisante grâce à des élections à 2 tours n'est pas quelque chose à laquelle les députés du parti dominant ne peuvent pas être sensibles. Donc nous pensions que si effectivement le jeu parlementaire se déroulait normalement, on pouvait soumettre cela au débat. Quitte à ce que l'Assemblée dit, après avoir examiné pour telle ou telle raison, nous rejetons. Et je peux vous dire que nous avions rédigé le projet de loi, la proposition de loi, pardon, de façon à ce qu'elle ne soit pas recalée par des dispositions pertinentes de notre Constitution. Par exemple, lorsque une proposition de loi a pour conséquence de créer une dépense, elle doit indiquer les recettes. Voilà pourquoi je vous demande si ce n'était pas zélé, monsieur le Président. Vous connaissez la configuration de la conférence des présidents. Vous avez un seul député à l'Assemblée nationale. Le RDPC est ultra majoritaire au sein de la conférence des présidents puisqu'il y a un groupe parlementaire. Est-ce que ce n'était pas du zèle? Je vais prendre un autre exemple. Peut-être, je crois que je vous ai répondu. Nous sommes dans l'arène politique, hein? Oui, oui. Non, j'ai dit, je vais prendre un autre exemple. Peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre. Laissons la révision du code électoral. Est-ce que ce serait incongru qu'un député de l'opposition, même d'un parti qui, comme le MRC, n'a pour l'instant qu'un député à l'Assemblée nationale, fasse une proposition de loi, par exemple, portant sur la consommation du tabac? Et je pense que oui, parce que c'est une question d'intérêt national qui intéresse tous les Camerounais. Au regard du fonctionnement de cette institution, Monsieur le Président. Non, je voulais dire... Je voudrais justement qu'on se limite un peu au fonctionnement de cette institution. On sait que les missions de l'Assemblée nationale ou encore du Sénat aujourd'hui, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Vous avez vu prospérer depuis la mise sur pied de l'Assemblée nationale une seule proposition de loi, même émanant du RDPC. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que ce n'était pas suffisamment zélé de votre part? Est-ce que le RDPC a fait des propositions de loi? Le SDF... Mais ils n'en ont jamais fait. Oui, non, jamais fait. Peut-être par 4 que les seuls
lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, vous le savez mieux que moi, vous êtes un expert en la matière, ce sont des projets de loi émanant de l'exécutif. C'est pour ça que je me demande, vous qui avez un singleton à l'Assemblée nationale, vous ne trouviez pas ça suffisamment courageux? Je vous ai expliqué, je dis, le code électoral est une question d'intérêt national. Nous avons toujours pensé que tous les partis politiques pouvaient se retrouver là-dessus. C'est d'ailleurs pour cela que, avant même cette proposition de loi ou après elle, nous avons adressé une correspondance à tous les partis politiques, y compris le RDPC, en disant réunissons-nous pour nous pencher sur le code électoral et nous accorder justement sur des dispositions qui permettent de garantir au Cameroun des élections justes, transparentes et sincères, de façon à éviter des crises électorales, des crises post-électorales au Cameroun, quand c'est de cela dont il est question. Parce que, écoutez, les troubles post-électoraux, aucun pays n'a intérêt à ce que cela lui arrive. Et généralement, ça arrive parce que, justement, le code étant mauvais, on conteste. Et nous pensions donc que c'était d'intérêt national suffisant pour que l'ensemble des formations politiques se retrouvent autour de cette question. Donc le fait que nous soumettions une proposition de loi, ce n'était pas simplement fantaisiste, nous pensions que ça pouvait enclencher quelque chose. D'ailleurs, quand vous soumettez une proposition de loi, les autres partis politiques ou les autres groupes parlementaires peuvent amender, c'est-à-dire enrichir. Donc ça aurait pu être un point de départ pour l'enrichissement et effectivement aboutir à l'élaboration. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce code électoral et quelques réformes que vous préconisiez. Il y a le fait que l'âge électoral chez vous devrait être ramené à 18 ans. Vous avez parlé du bulletin unique qui doit être instauré. Et il y a une disposition qui quand même m'a quelque peu intrigué. Vous parlez d'imposer le vote obligatoire au Cameroun. Monsieur le Président, j'ai presque envie de vous demander, l'abstention n'est-il pas la preuve de la vitalité d'une démocratie? L'abstention, c'est le refus par un citoyen de prendre part au jeu démocratique. Et nous pensons, puisque vous parliez de la réalité de chaque pays, nous pensions qu'il est anormal que dans un pays d'environ 25 millions d'habitants, nous n'atteignions pas 10 millions d'électeurs. En réalité, nous devrions avoir entre 13 et 15 millions d'électeurs au Cameroun. Nous n'en avons que 7, 7,5 peut-être. Et c'est à peine la moitié de ce en quoi notre pays est en droit de s'attendre comme corps électoral. Donc du coup, il y a comme une sorte de désintérêt et de désaffection. Et l'incivisme peut être également électoral. Et donc c'est pour cela que nous disons qu'il faut que les Camerounais aillent, peut-être de par une contrainte normative, aillent s'exprimer sur le choix de leurs dirigeants. Se disant, nous n'inventons rien. Beaucoup de pays, y compris des pays développés. Moi, j'aime pas toujours faire référence à des pays développés, mais il y a de nombreux pays de vieille démocratie où le vote est obligatoire. Je ne crois pas qu'ils soient moins démocrates que nous, qu'ils soient moins attentifs aux droits et libertés que nous. Mais nous constatons que c'est avec beaucoup de peine. Et vous voyez l'énergie que tout le monde y a mis, les partis politiques, des mouvements qui se sont créés pour mobiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales, mais même là, je ne crois pas qu'on atteindra 8 millions d'électeurs. Et donc, il y a un problème. Nous disons, il ne faut pas que les Camerounais se réfugient dans la léthargie, qu'ils aillent dans leur chaumière et pleurer, et avec la fameuse formule, on va faire comment? Avez-vous dressé un diagnostic de la situation avant d'évoquer cette disposition dans la réforme du code électoral que vous souhaitiez? Est-ce que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que l'offre politique au niveau de l'opposition n'intéressait pas l'opinion nationale dans sa globalité? Ça pouvait justifier justement ce désintérêt de la chose politique. Ça veut dire que celle de la majorité est encore plus inintéressante, parce que si elle était davantage intéressante, elle pourrait mobiliser aussi beaucoup d'électeurs. Bon, donc on constatera que ni la majorité ou le gouvernement, ni l'opposition n'a d'offres politiques intéressantes. Ça veut dire que de façon générale, la classe politique camerounaise est incapable. Donc il faut imposer le vote obligatoire. Mais nous avons noté au MRC que dans cette incapacité générale, peut-être nous émergeons un peu de l'eau parce que notre offre politique nous a permis d'avoir le niveau actuel d'inscription sur les listes électorales. Monsieur le Président, on va sortir de cette phase d'échange dans le cadre de cette émission, malheureusement, qui tire vers son terme, avec une question toute simple. Votre petit frère Cabral vous a appelé depuis ? Pas encore, mais je ne désespère pas. Je crois qu'il peut prendre le temps qu'il faut, je suis patient.
Merci en tout cas de nous avoir accordé votre attention dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. Je rappelle qu'on recevait le professeur Maurice Kamto, qui est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il est candidat à l'élection présidentielle 2018. Merci de nous avoir accueillis au sein du siège de votre formation politique. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cette édition d'un fauteuil pour vous ce mardi à mardi prochain.